Bien, nous sommes à présent de retour et nous continuons avec le Mali. Et on va évoquer l'échec des négociations entre syndicalistes et gouvernement. Échec donc des négociations entre le gouvernement malien et l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM. C'est dans un communiqué rendu public dimanche. La principale centrale syndicale du pays annonce débuter ce lundi même une seconde grève de 5 jours parce que insatisfaite des propositions. Selon Mustapha Guitey, qui est négociateur pour l'Union nationale des travailleurs du Mali, déclare, je cite, « Nous n'avons pas obtenu une satisfaction sur l'harmonisation des primes d'indemnité, sur le paiement des partants volontaires à la retraite. En fait, sur l'ensemble des points, très honnêtement, il n'y a eu aucune proposition concrète. » Il faut dire que la grève enclenchée donc par l'UNTM au Mali visait deux objectifs, demander au gouvernement surtout l'harmonisation des salaires et des primes de la grille salariale. Donc, des fonctionnaires échecs. Ici, Germain Pouli, c'est le gouvernement de transition. J'ai envie de dire, il n'y a pas de talent de négociateur. C'est assez difficile quand on a un gouvernement de transition de gérer des situations que des gouvernements normaux n'ont pas pu gérer, parce que la transition, elle a un objectif assez précis, c'est de conduire le pays vers la normalisation. Donc, il y a eu des bouleversements sur le plan politique. Le président a été contraint à la démission. Il y a eu une transition qui est mise en place par les militaires et qui a reçu une feuille de route de la part de la communauté internationale. Donc, il s'engage à l'appuyer dans la mise en œuvre de cette feuille de route-là pour aboutir à des élections dans un certain délai. Alors, est-ce qu'un tel gouvernement peut économiquement répondre? Parce que quand on parle de revendications, il y a des répercussions économiques sur le plan budgétaire. Et est-ce qu'un tel gouvernement peut le faire? Dans la situation du Mali, on pourra dire non. Parce qu'on a vu un peu le... Donc ça tient de la nature du gouvernement. Oui, ça tient de la nature du gouvernement. Ça tient également des problèmes qu'on reprochait au gouvernement qui a été renversé. Et il n'y a pas une embellie économique pour dire, bon, vous êtes venu quand tout est rose, on voudrait que vous le fassiez au contraire. Il y a cette pandémie-là qui a contribué à enfoncer toutes les économies. L'économie malienne ne s'en porte pas mieux que les autres. Et donc, ça va être très difficile pour un tel gouvernement de promettre et de pouvoir honorer ses engagements dans l'immédiat par rapport aux revendications qui ont été soumises par les travailleurs. Généralement, les syndicats sont réputés aussi être un peu fermes quand il s'agit de ce genre de discussion. Est-ce que dans le cas du Mali, l'échec est à mettre seulement sur le compte du gouvernement? Oui, le problème, c'est que le gouvernement s'entend la fermeté de l'Union nationale des travailleurs du Mali à demander la démission du Premier ministre pour pouvoir affaiblir le syndicat. Mais malheureusement, le syndicat est ferme et d'après leurs responsables, sur les 34 revendications, 20 sont en cours, mais 14 n'ont pas eu de suite. Surtout les trois premières. L'harmonisation des primes de grève, les primes d'ancienneté et de la grille salariale. Ce qui veut dire que leur base leur ont donné OK pour la reconduite de cette grève cette semaine. Or, cette grève a été suivie à 98% au niveau de Bamako et 96% dans les régions, y compris les banques. Et ça constitue une perte de plusieurs milliards. Ce qui veut dire que si le gouvernement ne se plie pas, ça va causer un dommage financier au Mali. Et au niveau du gouvernement, nous avons les représentations religieuses, coutumières, des conseils spéciaux et autres qui font partie de la délégation gouvernementale. Mais qui sont très écoutés. Justement, on s'étonne que ça ne marche pas. Oui, mais néanmoins, compte tenu de ce qui s'était passé avant, c'est pourquoi le syndicat ne veut pas lâcher du lest.
Parce qu'on leur faisait des promesses, on ne les respecte pas. Donc aujourd'hui, ils sont fermes. C'est ça ou rien. Et maintenant, la balle est dans le camp du comité. Et voilà qu'il n'y a pas un Premier ministre qui a le plein pouvoir. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les syndicalistes profitent d'un moment de faiblesse institutionnelle pour asséner des coups de semonce? Mais le problème, justement, il est là, à mon sens, c'est que si le syndicat profite d'un moment de faiblesse institutionnelle, ça s'entend que le syndicat n'a pas confiance en ce que les institutions soient... comment dirais-je, soit démocratique, libre et représentatif du peuple. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé que l'on va reconduire les mêmes après qu'on va profiter d'un moment de faiblesse. Mais c'est paradoxal parce que justement, le renversement du président passé a été fait justement avec la volonté d'avoir de nouvelles institutions qui seraient beaucoup plus représentatives. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un problème de feuille de route. Je trouve que la logique aurait été de s'axer sur la période de transition, donc des élections libres et transparentes, qui vont permettre d'avoir des représentants dignes du peuple, et après de faire leurs revendications. Je n'arrive pas trop à voir comment un gouvernement de transition dans un pays instable pourrait, répondre aux revendications des syndicats. Même s'ils y répondaient maintenant, rien ne prouve qu'après, ces revendications-là ne puissent pas être tenues. Donc, non, moi j'ai un problème au niveau de la feuille de route, disons, de comment tout cela s'organise. Je pense que le problème au Mali, c'est beaucoup les politiques maliens. C'est pas les syndicats, c'est beaucoup les politiques maliens, dans le sens où, dans les démarches du peuple qui est celle de revenir à des fondamentaux démocratiques, on a toujours une certaine réappropriation, une récupération des politiques. Lorsque le président malien se fait évincer, se fait chasser du pouvoir, c'est la population qui va au-devant de cela. Et on a des politiques qui viennent derrière pour appuyer la population. Mais ces politiques eux-mêmes sont issus des anciens gouvernements maliens. Et lorsqu'on a le conseil de transition qui arrive, on a de nouvelles personnalités qui sont élues, qui elles-mêmes sont contestées par un groupuscule de politiques qui eux-mêmes étaient dans les gouvernements passés. Donc, ceux qui restent les victimes, on va dire collatérales de tout cela, c'est le peuple et bien entendu les syndicats. Ceci étant dit, je pense que ce à quoi il faut veiller, c'est une transition parfaite. Ce n'est pas profiter d'un moment d'instabilité pour en ajouter encore plus dans un pays qui a déjà un problème sécuritaire, qui va se retrouver strangulé économiquement. Et lorsque vous êtes faible, la première des choses qui arrive, c'est que vous êtes sujet à la prédation. Donc, vous vous ferez récupérer. Donc, soit vous allez vous endetter, soit c'est les autres qui viendront vous protéger. Ça est déjà arrivé au Mali. Quand le Mali a eu un déficit au niveau sécuritaire, c'est la France qui est venue sauver Bamako. Voilà, si demain l'État a des problèmes de budget, mais le FMI, c'est avec le plus gros des sourires qui vous passera des sous, mais ces sous, vous devrez les rembourser sur 2, 3, 4 générations. Donc à un moment, je pense qu'il faut être méthodique, il faut avoir une feuille de route, et je pense que l'objectif qui devrait être poursuivi, c'est une transition malienne où on ait des élections libres, transparentes, et qui permettent au peuple d'avoir au gouvernement des personnes qui sont à l'image de ces revendications. Oui, moi, je pense aussi que le gouvernement qui expédie les affaires courantes doit avoir le courage de dire à l'Union nationale des travailleurs maliens que nous sommes là pour une transition et que quand la transition sera finie et qu'un gouvernement légitime et légal sera formé, vous pouvez aller face à ce gouvernement pour poser vos revendications. Parce qu'ils sont là pour expédier les affaires courantes de la transition. Et ils ne peuvent pas, le comité militaire ne peut pas endosser cette responsabilité en acceptant de signer un accord
avec les syndicats, ce syndicat. Qui ne sera pas respecté. Et qui ne sera pas respecté quand le gouvernement, légitimement et légalement... De l'État, il y a la continuité de l'État. Il y a bien sûr, et ça se voit dans plusieurs autres pays africains, et francophones surtout. Il y a la continuité de l'État, mais il y a des exceptions. Comme quoi les accords n'engageraient que les Que signataires. les signataires. Alors, ceux qui ont signé l'accord avec le syndicat en question ne sont plus au pouvoir. C'est ça. Ici, le gouvernement a quand même une autre version de la chose, puisque côté gouvernement, on affirme que les négociations avaient bien débouché sur un document validé par les deux parties, mais au dernier moment, l'UNTM a décidé de ne pas le paraffer. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui dit la vérité, c'est l'UNTM qui dit la vérité, mais en tout cas, les versions ne sont pas les mêmes. Oui, les versions ne sont pas les mêmes. Bon, ce qui est sûr, c'est que les deux disent la vérité. Soit les travailleurs estiment qu'on n'a pas pris en compte leurs revendications et qu'il n'y a pas d'issue concrète. Le gouvernement peut-être a proposé un moratoire dans un document. On peut reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure pour dire, bon, on pourra le faire, mais applicable après telle période, probablement après leur départ. Donc, ils signent un accord pour qu'il y ait une trêve, pour que les choses marchent, et qu'après, qu'on puisse appliquer cela quand les moyens, les ressources seront disponibles. Donc, soit vous le faites, et on le connaît un peu, on le voit un peu avec tous les syndicats, vous le faites, tout le monde est satisfait, le gouvernement en premier, parce qu'il ne débourse rien, mais il obtient la calmie. Mais après, généralement, ce qu'on dit, c'est que la base a refusé. Ça veut dire que ceux qui sont allés, probablement, ils se sont entendus avec le gouvernement. Mais une fois qu'ils sont venus rendre compte, on dit, mais vous ne nous ramenez rien de concret, vous nous amenez des promesses, en réalité. Donc, on n'est pas d'accord. Et donc, généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, chacun veut tirer son intérêt de la situation. Le gouvernement, même s'il est contraint de prendre des engagements, c'est des engagements qui ne seront pas respectés dans l'immédiat, donc ça va être au plus tard. Et dans l'immédiat, la base généralement dit, mais vous êtes allé signer des choses, on nous dit c'est peut-être 2022 ou 2023, on va commencer, et donc c'est un peu cela. Mais ce que nous disons, et sur la chose sur laquelle nous sommes un peu unanimes, c'est que ce gouvernement n'a ni les moyens d'abord, et puis même les compétences pour gérer ce genre de situation. Il pourrait peut-être vouloir calmer le jeu en faisant des promesses pour qu'un autre gouvernement qui a la latitude de gérer le pays dans tous les secteurs puisse les mettre en œuvre, mais ça va être assez compliqué. En même temps aussi, vous savez, les syndicats ont un rôle politique aussi dans les États, et ces revendications-là peuvent aussi avoir un objectif politique. C'est peut-être de revoir un peu le fonctionnement de la transition, de secouer un peu les autorités. Vous avez vu que quand ça a commencé, le premier acte pour vouloir les calmer, c'est de démettre un Premier ministre, comme si c'était ce que réclamaient les syndicats. Mais en même temps, ailleurs ça marche, on peut dire, bon, nous avons réclamé, on a obtenu la tête du Premier ministre, on espère qu'on aura autre chose plus tard. Mais là, immédiatement. Là, véritablement, c'est pas ce que ils attendent. Ils attendent du concret. Et là où ça va être difficile, c'est que ce gouvernement-là n'a pas les ressources et encore moins les compétences pour s'engager dans de telles négociations avec des promesses fermes. Ça veut dire que si on considère que le gouvernement de transition n'a ni les ressources ni les compétences pour prendre des engagements très fermes, c'est que les négociations sont de la poudre de perlimpinpin. Hein. Oui, mais en fait, c'est une question de rester concis, c'est-à-dire quels étaient les objectifs au départ pour ce gouvernement de transition. Les objectifs au départ, c'est l'élection. C'est-à-dire expédier les affaires courantes et aller aux élections. C'est ça l'objectif principal. C'est-à-dire, à la base, c'est pas lui greffer de nouveaux objectifs. Donc, aller, si vous voulez, à un genre de modèle burkinabé, si vous voulez, où on va avoir un gouvernement qui va venir, qui va gérer les affaires, et puis on va aux élections, et à partir des élections, définir, comment dirais-je, un nouveau directoire qui, lui, va être à même
d'avoir les spécialisations nécessaires qui vont répondre aux diverses préoccupations. Mais encore une fois, pour une transition où on a sectionné entre militaires et civils, avec un problème sécuritaire, un problème économique, une crise du Covid, je peux comprendre les revendications, je les comprendrai. On connaît nos situations dans les pays africains, mais après, de façon pragmatique, il y a quelque chose d'un peu utopique, à moins que l'idée, comme Germain l'a dit, c'est de mettre une certaine pression. Oui. Et si pression il y a, même là, je trouve que c'est vicié, parce que pour moi, les syndicats, doivent se méfier du politique. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de politique dans le syndicat, c'est vrai. Mais il faut se méfier d'un pays où les hommes politiques sont habitués à un genre de gymnastique assez vicieuse, passant d'un gouvernement à un autre, d'un politique à l'autre, ainsi de suite, d'intérêt à l'autre. Il a fallu des crises pour qu'on s'aperçoive qu'au Mali, pour résoudre les crises, il fallait quitter Bamako, aller dans un petit village... prier à une autorité religieuse pour que, voilà. Donc, à un moment, je pense qu'il faut rester dans le strictement revendicatif et ne pas se laisser, endormir par des revendications finement politiques. Justement, il y a dans la délégation gouvernementale, il y a quelques leaders religieux. On connaît aussi le Mali, j'ai envie de dire, le poids du religieux. Pourquoi ça échoue s'il y a ces gens? Compte tenu du communiqué fait par le gouvernement, il apparaît clair que c'est le syndicat qui veut tout avoir. C'est pourquoi ça ne marche pas. Oui. Et c'est le moment de faire entrer la facilitation de la CEDEAO de l'Union africaine dans cet entretien entre le gouvernement et les grévistes pour pouvoir avoir un accord. Ça peut être un accord signé et applicable en 2022, ou bien on ne peut pas avoir d'accord et tout le monde se regarde en chien de faïence tout en levant le mot d'ordre de grève. D'accord. Nous allons marquer maintenant la pause et puis on va passer après pour le dernier sujet.